Bienvenue à Défaire le monde. Je m'appelle Colin Boudria. Et moi, Emma Berthoud. Et c'est quoi la question de cette semaine? Cette semaine, on se pose la question, est-ce que on devrait s'abstenir de faire de l'art si on n'est pas un bon artiste? Ouais. Puis on en discute avec le journaliste culturel et critique Dominique Tardif, qui est la meilleure personne pour parler de ça au Québec. On parle de plein d'affaires. On geek out pendant un petit bout de temps sur le stand-up. J'essaye de le convaincre que le show de Gerald Carmichael n'est pas si bon que ça. Mais on parle aussi d'art contemporain, on parle de la valeur de l'art, On demande si c'est gênant d'être un critique dans un petit milieu comme le Québec ou spécifiquement Montréal, où après ça, tu recroises des artistes à l'épicerie, puis tu as peut-être écrit des affaires comme tu n'avais pas aimé leur travail. Mais on se demande aussi si c'est un devoir patriotique d'apprécier la culture de chez nous. Oui. Ce qui est quand même une question intéressante. C'est toutes des questions intéressantes. Tout est tout le temps des questions intéressantes. Fait qu'on a eu vraiment beaucoup de plaisir. Dominique parle énormément, puis je dis ça d'une bonne façon. Là. Il est pas difficile à interviewer, c'était super le fun. Oh, et puis il est super cultivé. Ouais, non, il est vraiment cool. Énormément. On a aussi, j'en parle à chaque épisode, mais on a un Patreon maintenant. Si vous voulez encourager le podcast, vous pouvez... Colin, un Patreon, on dirait avec le nom, mais... Oui, coller un Patreon, mais avec des affaires de Défaire le monde, puis on va partager l'argent. Je suis vraiment curieux de quand il va y avoir des pièces qui vont rentrer avec ça. Mais on va commencer par rembourser les l'adresse, oui, c'est ça, rembourser le matériel. L'adresse, c'est Patreon Colin Boudria. Pour 2$, vous pouvez avoir les épisodes audio plus rapidement. Pour 5$, les épisodes vidéo plus rapidement. Et vous pouvez soumettre des questions dont vous voudriez qu'on parle avec des experts. C'est ça qui est le plus difficile pour nous. Trouver des questions, des bonnes questions de batté bien formulées, c'est ce qui est le plus dur. Ouais. Évidemment, vous serez crédité en tant que batté oui. Qui a suggéré une bonne question. Producteur exécutif drogué. Ça va être ça le titre. Et on dit ça en tant que table autour de laquelle personne fume de batte. Non. Si vous écoutez aussi les épisodes gratuitement, que ce soit sur YouTube ou sur les plateformes de balado, on est super contents. Si vous avez l'option de coter les balados, que ce soit sur Spotify ou sur Apple Podcasts, je pense, mettez-nous 5 étoiles, c'est super aidant. Mettez des commentaires si vous êtes sur YouTube. Vous pouvez pas mettre 1 ou 2 étoiles, s'il vous plaît. Ouais, on aimerait mieux. Mais juste 4 étoiles ou 5 étoiles, sinon abstenez-vous. Et juste des commentaires positifs. Même chose sur YouTube. On veut juste des commentaires positifs sur YouTube, ce qui est jamais arrivé dans l'histoire de YouTube. Abonnez-vous au podcast sur YouTube qui est le compte de Colin Boudria, encore une fois. Et partagez, puis c'est toujours aidant, puis bonne écoute. Est-ce que vous considérez que les artistes médiocres ou les artistes vraiment moyens devraient s'abstenir de faire de l'art? Est-ce qu'ils nuisent? Est-ce que c'est utile? Est-ce que... Je sais pas. Je sais que c'est très large. Je sais que c'est super large. Il faudrait d'abord, mais c'est pour ça que ce balado est merveilleux, parce que vous posez de grosses questions. Mais il faudrait d'abord définir qu'est-ce qu'on entend par artiste médiocre. Parce que la médiocrité... elle est dans l'œil ou dans les oreilles de la personne qui va recevoir cette œuvre d'art. J'ai l'impression qu'il faudrait qu'on J'imagine qu'il y a comment... des gens, on pourrait sans doute trouver un consensus, réunir des gens, leur présenter un artiste qui est vraiment pas bon, puis que la plupart de ces gens-là diraient effectivement, il est médiocre. Mais je suis sûr que de grands artistes comme, mettons, je sais pas, Bob Dylan, tu le ferais écouter à quelqu'un qui ignore la grandeur de son œuvre et qui dirait... C'est un chanteur médiocre d'une part parce que c'est pas un chanteur très orthodoxe. Pourquoi il fait semblant de ne pas savoir chanter? Pourquoi il fait semblant? Pourquoi il chante pas de la même manière, tout dépendant de la décennie dans laquelle tu l'écoutes? Je pense que la question, c'est aussi comment... Est-ce qu'on peut juger de la valeur d'une œuvre, puis comment on le fait? Puis tu sais, toi, t'as plein de chapeaux, mais un des chapeaux, c'est que t'es critique culturel, tu sais, c'est un peu ton domaine. Ça m'arrive, ouais. Fait que c'est pas... On pourrait me dire que c'est beaucoup mon domaine. Beaucoup ton domaine. Comment tu considères qu'on peut juger une œuvre? C'est difficile, puis c'est pour ça que, dans la mesure du possible, j'essaie de signaler au lecteur que c'est une analyse qui est subjective. Après, une analyse qui s'assoit sur une expérience, sur un certain nombre de connaissances, sur un amour aussi des formes d'art que je suis appelé à commenter, mais que ce commentaire-là, il demeure subjectif.
Donc, ce n'est que l'opinion d'une personne. C'est une opinion qui est peut-être... J'ai la petite prétention de penser que mon opinion... Plus éclairée que d'autres. C'est ça l'intérêt, en fait. Éclairée par... c'est ça, une forme d'expérience. Des spectacles d'humour, par exemple, mais là, depuis quelques années, je vais en voir beaucoup. Je m'y intéresse sérieusement. J'essaie de faire mes devoirs dans la mesure du possible. Après, il y a des éléments objectifs dont on peut parler dans un spectacle d'humour, par exemple, des éléments formels. Cette blague-là, elle repose sur une forme qu'on connaît très, très bien, qui peut être intéressante à utiliser, mais qui peut aussi être usée. Vraiment redondante, puis c'est ça, on l'a. Puis il y a des discours aussi qui reviennent, parce que l'humour, c'est un art de la parole, c'est un regard sur la société, puis on va voir des idées émerger. Là, ça arrive que tu vas dans une soirée d'humour, puis là, 3 personnes ont un numéro sur exactement le même sujet. Ben, ça, c'est parce que c'est dans l'air du temps. Puis ça veut parfois dire que ce sujet-là est hyper pertinent si 3 personnes sentent le besoin d'en parler, mais ça veut aussi parfois dire que c'est un sujet qui est un peu trop dans l'air du temps, justement. Oui, c'est ça. Ouais, puis qui est un cliché. Puis après, bon, ça dépend de l'angle que l'humoriste en question va adopter pour l'attaquer, le sujet en question. Mais après, la question du goût, parce que si on dit un artiste est médiocre, c'est parce qu'on pose un jugement de valeur, c'est un jugement esthétique sur ce qu'il fait. Toutes ces questions-là sont liées à d'autres questions comme celle du milieu dont on provient, de la culture dans laquelle on a grandi. Puis ça va teinter notre regard sur une œuvre d'art. C'est pour ça donc que lorsque les gens disent tous les goûts sont dans la nature, les goûts, ça se discute pas, c'est pas la même chose. Tous les goûts sont dans la nature. Je pense que ça, c'est assez vrai, mais c'est précisément parce que tous les goûts sont dans la nature que ça se discute. Discutons-en, puisqu'ils sont tous dans la nature. Mais ça, je suis 100% d'accord, puis je trouve c'est vraiment dommage, puis c'est dommage même pour l'art quand les gens sont comme chacun ses goûts, parce que c'est comme une fin de c'est comme une fin de conversation. Mais non, souvent les gens qui aiment vraiment l'art, ils savent pourquoi ils aiment quelque chose, puis ils sont capables de le défendre puis de le justifier. Puis c'est vraiment dommage de, tu sais, t'as le droit d'aimer d'autres choses, mais c'est vraiment intéressant qu'on en parle puis qu'on s'obstine parce que c'est là que le jus sort puis que l'intérêt, mais souvent c'est ça, c'est tous les goûts sont dans la nature, c'est juste une fin de conversation, on l'explore plus là. Mais je pense que ça c'est lié au fait que l'art produit en nous une réaction qui est instinctive. Souvent, ça, c'est une phrase toute faite que bien des artistes utilisent en entrevue. Là, tu leur demandes... C'est difficile de parler de son processus de création, ça, je le conçois très bien. Mais les artistes, souvent en entrevue, vont tout simplement dire « Ah, mais tu sais, ça vient de mon instinct. J'ai créé ça instinctivement. » Oui, bien sûr, quand tu t'assois pour écrire une chanson ou lorsque toi, t'écris une joke, Emma, lorsque t'écris une blague, ça vient d'un endroit... Tu sais pas d'où ça vient à toutes les fois. Ça, je le conçois complètement. Sauf qu'après, nous, le luxe qu'on a en tant que journaliste culturel, en tant que critique, c'est d'y réfléchir. Puis, souvent, en tout cas, moi, ça m'est souvent arrivé de lire au sujet d'une œuvre d'art, puis de soudainement la considérer sous un nouvel angle qui me permet de l'approcher. Le critique, ce qu'il fait, c'est qu'il tire le rideau. Puis là, soudainement, il y a un peu de lumière, puis cette lumière-là, elle éclaire l'œuvre d'une manière à laquelle toi-même tu n'aurais pas pensé. Et soudainement, ça vient te rejoindre. Il y a un apprentissage, évidemment. Puis après, ça dépend des formes d'art, mais une des formes d'art que je connais le moins, c'est les arts visuels. Mais à mesure que je vais voir des expos, à mesure que je lis au sujet de l'histoire de l'art visuel, ben, je suis mieux à même de comprendre le contexte dans lequel s'inscrit une expo que je vais voir, par exemple. Puis j'ai l'impression que... Tu sais, pour l'art, moi non plus, je suis pas du tout calé en art visuel, mais tu sais, art plastique contemporain, souvent, il y a beaucoup de ce qui est important, qui est la démarche plus que le produit fini. Tu vois juste le produit fini, puis tu vas rien comprendre. Ce qui est intéressant, il pourrait à la limite pas avoir quelque chose de tangible à la fin. Ce qui est intéressant, c'est juste la démarche de l'artiste. Là. Ouais. Effectivement, je pense que les œuvres en art contemporain qui sont les plus intéressantes arrive à un équilibre entre l'intérêt que génère en nous le panneau explicatif puis l'œuvre en question. Mais des fois, on même se repose... Même s'il y a beaucoup de bullshit dans les panneaux explicatifs, là, ça, c'est une autre histoire, mais oui. Tout à fait, ouais. Mais toute cette démarche-là, tout ce que tu dis et tout l'amour de l'art que tu as, est-ce que ça te donne l'impression que les gens, dans l'ensemble, ils n'ont pas de goût? Parce que la plupart... C'est parce que la plupart... Non, je n'oserais jamais dire une telle chose. Non, mais si les critères... pour dire que l'art est bon, c'est que c'est original ou que c'est un nouveau point de vue ou que c'est une démarche intéressante.
Parce que vous avez pas l'impression que les choses les plus populaires, c'est pas ceux qui ont des démarches originales? Mais je trouve pas que c'est seulement ces critères-là. En tout cas, moi, c'est pas les œuvres qui me rejoignent nécessairement. Je pense que c'est aussi qu'il y a des choses qui sont plus intangibles, qui font la qualité d'une œuvre, comme le talent. Le talent, c'est vraiment difficile de définir ce que c'est exactement, mais ça arrive qu'on se trouve d'un artiste qui est sur scène puis qu'on se sent bien avec cette personne-là, puis cette personne-là, elle a l'air d'être à sa place. C'est des formules usées, mais c'est quelque chose qu'on sent pour vrai. Tu vas voir Louis-José Hood sur scène. Là. Louis-José Hood, après, je comprends qu'il a mis beaucoup de travail. Il a travaillé sur son talent pour l'exacerber, sauf que on se sent en confiance qu'on est avec lui. Puis ça, c'est la qualité des meilleurs humoristes, c'est qu'on se sent en confiance avec eux. Donc, il y a ça, il y a le charisme, il y a l'intensité, il y a la passion que quelqu'un met dans son œuvre. Donc, il y a tout ça. Il n'y a pas que l'originalité, mais effectivement, je pense que c'est beaucoup ce qui est valorisé, souvent ce qui est valorisé par la critique, c'est la nouveauté. Cette chose-là, on ne l'a jamais vue, donc c'est forcément bon. Mais en tout cas, moi, j'essaie de prendre en considération d'autres critères. Je pense aussi que c'est peut-être davantage lié au monde de l'art contemporain, peut-être plus au monde du théâtre, tandis qu'en musique, par exemple, si on parle de musique populaire, évidemment qu'il y a des artistes novateurs, mais on a quand même affaire en général, je pense, à du beau recyclage de ce qui a été créé au cours des 50, 60, 70 dernières années. Puis ça veut pas forcément dire que ces œuvres-là sont moins intéressantes pour autant. OK. Mais je pense aussi ça dépend de, tu sais, ça veut pas dire que les gens ont pas de goût aussi, parce qu'il y a aussi des grosses machines en musique, par exemple, ce qui est le plus poussé par les grosses productions. C'est pas nécessairement les affaires les plus intéressantes, parce que c'est des affaires qui sont safe puis qui ramènent de l'argent, mais les gens l'écoutent aussi parce que c'est à ça qu'ils sont exposés. Il y a beaucoup de gens qui creusent pas tant pour trouver des nouvelles formes. Ils vont recevoir ce qui leur est donné. C'est pas trop ce que j'essaie de dire, mais tu comprends ce que je veux dire? C'est pas nécessairement de goût, c'est qu'ils vont aimer ce qui leur est montré, puis ce qui leur est montré, c'est ce qui est ce derrière quoi il y a le plus de cash. T'sais. Oui, puis la question derrière tout ça, c'est la question de l'accès à la culture qui, celle-là, est liée à la question des classes sociales, mais c'est sûr que si tu as été exposé à différentes formes d'art dès ton plus jeune âge, ben une fois adulte... Tu vas plus creuser, puis tu vas être plus critique aussi. Oui, c'est ça. Il y a tout ça. Mais je pense que si les gens réagissent de manière aussi violente, parfois, lorsqu'on leur dit cet artiste-là que toi, t'aimes, c'est pas vraiment bon, c'est parce que notre amour pour un artiste, il est instinctif. C'est comme de dire t'aimes les frites, mais t'es donc un cave d'aimer les frites. Oui, c'est parce que ça devient une attaque personnelle, genre. Mais pour revenir à ta question principale, là, est-ce que les artistes qu'on considère médiocres devraient s'abstenir de faire de l'art? C'est ça la question? Oui, c'est ça la question. C'est ça la question vraiment clickbait. On cherche des questions clickbait, mais oui, c'était ça la formulation. Puis n'est-ce pas notre existence à tous désormais de chercher qu'est-ce qui va faire cliquer le plus? Donc je compatis complètement. Mais je dirais non, je répondrais un non catégorique. Tout simplement parce que l'art que ces gens-là créent leur procure peut-être du bonheur, du bien-être. Il y a deux affaires. Okay, faut prendre ça en considération. Oui, mais ça, c'est un autre truc à clarifier aussi de c'est quoi faire de l'art. Est-ce que c'est pour soi-même une affaire un peu croissance personnelle ou c'est l'idée de le commercialiser puis de considérer qu'il est suffisamment valable pour mériter le temps de spectateurs? Ouais. Il y a un autre sauf qu'aujourd'hui, commercialiser, puis ça dépend là, de quelle forme d'art on parle encore, mais si on parle de musique, ça n'a jamais... Avant, il y a peut-être 25 ans, il y avait quand même un filtre, puis fallait critiquer ce filtre-là. C'était le filtre des compagnies de disques qui décidaient si tu étais digne, que ta musique soit entendue par le plus grand nombre. C'était pas juste les artistes qui avaient accès directement au public. Là. Mais aujourd'hui, tout le monde peut faire entendre sa musique. En tout cas, peut la rendre disponible, puis après, ça veut pas dire que sur Spotify, ta musique est facilement trouvable, mais tu peux dire, j'ai mis ma musique sur Spotify, allez l'écouter. Donc, la frontière, la marge entre je fais de la musique pour mon bon plaisir, puis je la rends disponible pour tout le monde. Elle n'a jamais été, en musique en tout cas, elle n'a jamais été aussi mince. Oui, c'est vrai. Donc, il y a cet aspect-là. Mais je pense, j'ai quand même l'impression qu'ils ont fait de l'art, je m'exclus ici, mais que les gens qui créent et qui rendent pas nécessairement ça public
sont quand même des artistes, ne serait-ce parce que dans l'histoire de l'art, il y a plein d'exemples qui... Oui, que c'était pas dans un but commercial du tout, mais c'est des œuvres qui ont été trouvées après. Ouais, Henry Darger étant le meilleur exemple de tout ça, l'artiste visuel de Chicago qui était concierge dans un hôpital, si je me souviens bien. Puis à sa mort, ils ont retrouvé dans son appartement un paquet d'œuvres, aussi un roman. C'est jamais du stock qu'il avait essayé. C'est ça, c'était juste pour lui. Il n'en avait jamais parlé. Pour s'exprimer. Il n'y avait pas beaucoup de fréquentation dans sa vie, ce monsieur-là. C'était un monsieur qui vivait pas mal seul. Mais personne ne se doutait que son appartement cachait tout ça. Puis aujourd'hui, il est considéré comme un des artistes. Ben, c'est comme un des artistes les plus importants de ce qu'on appelle le outsider art. Ouais. Mais il est très important dans l'histoire de l'art. Donc, mais ça, c'est un bon point. Puis c'est une nuance que je faisais pas parce que j'avais l'impression que c'est ça. Soit tu crées pour toi, soit tu crées dans le but d'avoir un public. Mais effectivement, la ligne entre les deux est pas si claire que ça. Genre. Puis les artistes qui créent pour un public créent aussi pour eux, il me semble, d'abord et avant tout, non? Peut-être que oui, mais il y a une étude en psycho que je trouve vraiment intéressante où ils ont fait dessiner les enfants du primaire 2 groupes, OK? Ils sont allés voir 2 groupes, ils ont fait, OK, premier groupe, aujourd'hui, on va dessiner, vous dessinez ce que vous voulez. Puis deuxième groupe, ils ont fait, hey, aujourd'hui, on va dessiner, on vous donne toutes 5 piastres, puis vous dessinez ce que vous voulez. Puis ils sont revenus 2 semaines après, et ils ont dit aux 2 groupes, hey, aujourd'hui, vous dessinez ce que vous voulez. Premier groupe qui n'ont pas eu d'argent, ils étaient super contents. Premier groupe qui avait eu une rémunération, ils voulaient plus dessiner pour rien parce que ça avait perdu. Tu sais, il y a peut-être que le fait que ça devienne une carrière, peut-être ça tue un peu la passion puis le besoin de le faire pour rien aussi. Tu sais, ouais, je sais ou pas. Ça tue peut-être l'innocence avec laquelle tu as créé tes premières œuvres. Ça pourrait expliquer pourquoi souvent le premier album d'un groupe est le meilleur de leur carrière, puis là après ils se mettent à mesurer les attentes, ils savent. Puis essayer de répondre à certaines attentes plutôt que juste faire ce qu'ils ont envie. Ouais. De répondre ou de contredire les attentes, mais d'y répondre néanmoins, puis ça donne parfois des résultats moins intéressants, moins authentiques pour employer un mot à la mode que le premier disque qui lui est animé par une énergie qui sera jamais reproduisible. Mais après je pense que j'allais dire les meilleurs artistes, ça c'est un jugement de valeur encore une fois, puis c'est difficile de dire qu'est-ce qui est un bon artiste ou qu'est-ce qui est un mauvais artiste, mais les artistes qui vont avoir le plus de longévité, disons ça comme ça, sont ceux qui arrivent à peut-être faire taire la petite voix en eux qui commandent constamment ce qu'ils sont en train de créer puis qui sont capables de renouer avec le plaisir originel que leur procurait leur forme de création. Oui, d'y penser le moins possible. Ouais. Mais à l'inverse, ça vous est jamais arrivé d'aller voir un film ou un show d'humour et que ça vous fâche à quel point il y a un manque de considération pour le public ou un manque de travail ou que c'est offensant à quel point c'est mauvais. Genre, moi, ça m'arrive là, de trouver qu'il y a des œuvres qui sont... ça m'arrive de trouver qu'il y a des œuvres qui sont paresseuses. Puis, en fait, ça me met surtout en colère quand il s'agit de formes d'art où on sollicite l'argent du public en humour, en fait. Ouais. Lorsqu'on demande à quelqu'un... Est-ce que tu accepterais de me donner 50 ou 60 $? Je vais te parler pendant 1 heure, puis 1 heure et demie. Je vais être fâché contre toi si tu réagis pas de la façon que moi, en tant qu'artiste, je vais te le reprocher. Hey, vous êtes difficile à soir. Oui, c'est vraiment bizarre. Après, puis c'est difficile de taxer un artiste d'avoir été paresseux parce qu'on sait pas toujours pourquoi son œuvre est pas à notre goût. Sauf que des fois, ça se sent quand même assez bien que le travail est pas au rendez-vous. Oui. Il y a des œuvres, c'est ça, qui sont ratées parce que quelqu'un a essayé quelque chose puis ça n'a juste pas fonctionné. Oui, puis il y en a que c'est juste, je suis resté dans des lieux communs, puis il a même pas essayé. Ouais. C'est ça qui est fâchant aussi. Ouais. Puis donc, c'est ça. Moi, ça me met en colère quand il y a de la paresse, mais quand c'est juste obtus, quand c'est juste sibyllin, bizarre pour être bizarre, ça, la plupart du temps, ça me fait rire ou je trouve ça intéressant parce que de toute façon, je trouve qu'il n'y a pas assez de ce type d'œuvre-là dans notre vie. Souvent, il y a un centre d'art à Sherbrooke où j'ai habité longtemps qui s'appelle Sporobol, qui présente de l'art contemporain, tu sais. Et à toutes les fois que j'y allais avec ma blonde, je suis tellement content que ça existe, cette affaire-là. Tu sais, puis je comprends pas toujours ce qu'on vient voir. Mais j'ai vraiment vécu quelque chose. Puis ultimement, c'est ça le but. Là. J'ai vécu quelque chose que j'aurais pas vécu normalement. Ouais. J'aime vivre dans une société qui permet à ces œuvres-là, à ces artistes-là de s'exprimer. Puis que ce lieu-là existe, même s'il est fréquenté par une minorité, très, très certainement. Moi, je trouve que c'est sain pour notre vie collective. Là, Je trouve que c'est intéressant aussi la création qui vient du spectateur qui le reçoit. Là, moi, à un moment donné, j'avais fait un certificat en scénarisation, peu importe, mais puis il y avait des trucs d'analyse de « Ah oui, mais qu'est-ce que David Lynch voulait dire en choisissant cette couleur-là de rideau? » Puis il y a plein de monde qui était comme « C'est vraiment de la masturbation, on s'en fout, on ne sait pas qu'est-ce qu'il va savoir. » Qu'est-ce qu'il voulait dire? Puis ça, c'est vrai, d'un côté, on ne sait pas qu'est-ce que lui voulait vraiment dire, mais
l'analyse des spectateurs est intéressante. Puis ça aussi, c'est un acte créatif parce que si tu crées un lien qui était peut-être pas là par l'auteur, peu importe, t'as fait un lien créatif, tu viens de mettre deux affaires en lien dans une histoire. Je trouve que c'est nice. Je sais plus c'est quoi son nom, peut-être tu vas savoir c'est qui, mais il y a un sculpteur québécois, j'avais vu une entrevue à un moment donné, mais j'ai aucune idée c'est quoi son nom. Mais il faisait des sculptures avec des trucs trouvés un peu partout. Ah, ben, encore. Ah, c'est ça? Je sais pas. Puis éventuellement, je t'ai mis au défi, là. J'ai nommé le premier sculpteur qui m'est venu en tête. Ouais, c'est ça. Mais non, On va arriver au bout de la liste rapidement. Là. Mais oui, c'est ça, il n'y en a pas de temps. Mais éventuellement, tu sais, au début, ils agençaient selon une signification volontaire. Puis à un moment donné, il s'est dit, mais ultimement, je m'en calisse parce que peu importe ce que je fais, les spectateurs vont y donner une signification. Puis c'est ça qui est le plus intéressant. Le fait que moi, je me force à y donner une signification versus le fait que monsieur, madame, tout le monde se force à y voir une signification, c'est ça qui est plus intéressant. Fait qu'à la fin, l'agencement était complètement aléatoire, mais les gens se forçaient quand même pour y trouver quelque chose. Ouais. Puis je trouve ça intéressant aussi, là. Ben, si je peux ressortir mon bac en littérature 2 secondes, là, puis ce serait bien une rare fois que ça m'est utile. Profite-en. Fait que je vais en profiter parce que mes parents m'ont payé ça, donc ça va servir enfin. Non, mais il y a plein de théoriciens, des théoriciens de la lecture et de la réception qui disent que l'œuvre d'art, que le roman se crée par la lecture, que c'est le lecteur qui crée le roman au même titre que la personne qui l'a écrit. Ça revient à ce que tu dis. Puis c'est sans doute c'est une formule qui est sans doute un peu exagérée pour faire effet, mais il y a quelque chose d'assurément vrai là-dedans. Puis il y aura autant de lectures possibles d'un roman que de gens qui vont le lire. Puis ça a quand même été... Ça m'avait fait exploser le cerveau pendant mon bac en littérature. De se faire dire que... Puis après... Toute ma carrière dit le contraire parce que j'interviewe des artistes puis je leur demande qu'est-ce que tu as voulu faire avec cette œuvre-là. Mais ce qu'on m'a dit au bac en littérature, c'est que on s'en fout de l'intention. L'intention de l'artiste, elle devrait pas teinter la réception qu'on en fait, la lecture qu'on en fait. C'est toi qui devrais déterminer ce que tu vois dans cette œuvre-là. Puis je trouve ça très, très intéressant et j'essaie de me le rappeler parce que l'intention, finalement... En tout cas, moi, je trouve que ça peut quand même être éclairant. Puis je pense que l'humain qui crée une œuvre, il est intéressant, puis il y a quelque chose à nous dire sur son œuvre, probablement. Mais ça peut être intéressant aussi parfois de s'en détacher. Là. De pas faire une lecture strictement biographique d'une œuvre. Mais bon, c'est sûr que lorsqu'on parle d'humour, où les humoristes s'expriment au jeu, puis dans leur vécu, c'est difficile mais l'humour est jamais autant cryptique que d'autres formes d'art. Là. C'est vraiment rare, là, mais ouais. Et voilà, mais... Ça fait du bien aussi de se placer devant une œuvre d'art puis de cesser de chercher la vraie vie de l'artiste dans cette œuvre-là. Tu sais. Trouvez-vous ça, c'est un truc que toi, tu parles souvent? T'as l'air d'être gêné de consommer de l'art de masse. Ouais. Puis je suis pas sûr que je comprends pourquoi. Non, mais je suis pas gêné, mais c'est une obsession. J'ai l'impression de me faire avoir par la machine. C'est ce que je disais dans l'épisode sur l'intelligence artificielle qui crée de l'art. Parfois, je sais que c'est formaté exactement pour vendre et que c'est... Ils ont écrit des accords qui savent que c'est rodé depuis toujours, que cette suite d'accords-là, ça va faire pleurer les jeunes femmes et tout, mais... Et pourtant ça marche, malgré moi, la jeune femme pleure. Et oui, et je me dis, ça me donne l'impression que je suis pas... T'es pas original comme spectatrice. Non, mais que mes émotions sont contrôlées par la machine et que j'ai pas des émotions propres. Mais c'est ça, l'art, c'est manipuler les émotions du spectateur. En même temps, c'est un peu ça. Mais quand c'est, tu sais, quand c'est un auteur torturé qui te le fait, c'est pas la même sensation que quand c'est Universal, qui fait ça pour s'en mettre plein les poches, quoi. Ouais, mais je pense que parfois, c'est ça, on se sent dupé. On n'arrive pas à s'empêcher de vivre l'émotion que l'œuvre veut vraiment nous faire vivre. Mais en même temps, on voit les ficelles puis on se trouve niaiseux d'être plongé dans cette émotion. C'est comme tomber dans un piège. Je pense qu'il y a de ça. Puis souvent, les œuvres les plus intéressantes sont celles qui nous font sentir intelligents, avec lesquels on peut créer une sorte de connivence qui nous montre qui vont rester avec toi un peu après, que tu vas pas juste le consommer puis c'est fini là, tu vas y penser. Ouais. Puis je trouve ça intéressant. Il y a plusieurs humoristes qui font ça depuis quelques années, qui vont pointer le fait qu'ils manipulent les émotions, qu'ils manipulent les idées, l'indignation, la colère de leurs spectateurs, ou qui vont, par exemple, commencer avec une formule classique du genre hier je suis allé au magasin, non, c'était pas hier, j'ai écrit ça. Puis ça, je trouve toujours ça amusant parce que justement ça ça met le spectateur dans le coup. Oui. Puis ça
ça témoigne d'un respect pour l'intelligence du spectateur, mais en même temps, ça peut produire l'effet contraire puis nous sortir de l'œuvre, de Mais ça l'anecdote. devient un peu méta. On c'est souligne ça. la forme, genre, puis l'habitude que tout le monde a de. Ouais. Et voilà. Mais puis des fois, c'est ça. C'est juste agréable de se plonger dans une histoire puis d'être complètement absorbé parce que la personne nous raconte. Puis si elle est constamment en train de nous rappeler que cette chose-là n'est pas arrivée pour vrai, c'est ça. Ça peut être un petit peu débandant, mettons. C'est pas grave quand quelque chose est strictement divertissant non plus. Tu sais, il y a eu une grosse affaire sur Internet à cause de Scorsese. Tu te rappelles-tu de ça? Scorsese qui a dit, pour moi, les films de Marvel... Puis honnêtement, moi j'aime beaucoup de films de Marvel, mais j'étais 100% d'accord avec ce qu'il disait de... Attends, tu peux répéter ce qu'il a dit? Parce que moi, je me souviens ce que Iñárritu avait dit, mais je me souviens pas de ce que Scorsese avait dit. Ça soit dans les mêmes lignes. Mais pour moi, les films de Marvel, c'est pas du cinéma. J'ai l'impression d'être dans un parc d'attractions. Ok, ouais. Puis moi, j'en consomme plein des films de Marvel. Puis ce que je vais chercher, c'est vraiment pas la même affaire que ce que je vais chercher avec d'autres films. Puis c'est vrai que j'ai un peu l'impression d'être dans un parc d'attractions, mais il me donne exactement ce pourquoi je paye. Puis c'est pas une mauvaise chose. J'ai pas perdu mon temps non plus. Je comprenais pas pourquoi les fans de Marvel étaient aussi choqués. Puis il y avait pas plus de recul. Tu comprenais pas pourquoi il y avait aucun recul, ces gens-là. Non, c'est ça. Mais ça m'a surpris, en fait. Mais ça revient à ce qu'on disait tantôt. Je pense que les fans de Marvel puis sont très investis, puis ça occupe une très grande place. C'est une partie de leur individualité. Ça définit leur identité, donc c'est sûr qu'ils vont se sentir attaqués personnellement lorsque Scorsese fait un commentaire qui me semble assez modéré. Après, je suis pas sûr que je suis d'accord de dire que ce n'est pas du cinéma. Je me méfie toujours de ce genre de... La définition de cinéma. Ouais. C'est comme les gens qui disent « Ah, lui, il est pas drôle, c'est pas de l'humour. » Ouais, mais, tu sais, mettons, Peter McLeod, là, pour prendre un exemple, un gros exemple, un humoriste que bien des gens n'aiment pas tellement, je dirais jamais que c'est pas un humoriste. C'est de l'humour qui m'intéresse pas, c'est de l'humour que... On peut le qualifier de différentes manières. Mais c'est un humoriste. Les gens dans ces salles, ils rient, puis le but, il essaye de provoquer du rire, puis c'est ça qu'il essaie de faire. Oui, 100%. Et voilà. C'est la même chose avec... Bon, c'est ça. Je pense que les films de Marvel, c'est du cinéma, mais on peut penser que c'est du cinéma qui produit d'autres dans un but particulier, puis c'est ça. Et voilà. Puis on peut critiquer le commerce qui est à l'œuvre aussi derrière ça, puis l'espace que ça occupe dans les cinémas. Je pense que la critique de Scorsese allait aussi dans ce sens-là. C'est qu'on a l'impression que dans les années 70, Scorsese a contribué à créer un cinéma d'auteur, mais qui était aussi un cinéma aussi commercial grand public. Viable. Et voilà. Puis ce type de cinéma-là occupe vraiment moins de place aujourd'hui. C'est comme une formule classique aujourd'hui de dire que c'est difficile de trouver des films, j'allais dire des films pour adultes. Ça, c'est vraiment très facile à trouver. Oui, mais qui sont pas conçus pour des adolescents de 16 ans. Pour un garçon adolescent de 16 ans, ça c'est vrai. Oui. Est-ce que tu considères qu'au Québec en particulier, ou dans les cultures qui sont comme plus petites ou plus à risque, est-ce que tu considères qu'on a une responsabilité patriotique de consommer de la culture? De notre québécoise, oui, de notre culture. C'est une question compliquée, ça. Ben, je me méfierais déjà d'emblée. Du terme patriotique. Oui, c'est ça. Je comprends. C'est très, très chargé comme terme. Puis de toute façon, je pense qu'on peut pas demander aux gens de consommer de la culture québécoise juste parce qu'elle est québécoise si elle n'est pas de qualité. Après, notre accès à la culture, il est lié à toutes sortes de systèmes, puis il faut critiquer ces systèmes-là. Puis parfois, la culture québécoise, elle est plus difficilement accessible sur les plateformes d'écoute en continu, par exemple, parce qu'elle est cachée par une mer d'autres. Oui, puis il n'y a pas le même cash en arrière pour la pousser, puis tout. Oui. Tout à fait. Donc, il faut être critique de ça. Mais je pense que si la culture québécoise est intéressante et passionnante, elle va intéresser les Québécois. Puis les Québécois sont fiers et aiment leur culture. Mais je pense à la journée Acheter un livre québécois au mois d'août. Les gens sont fiers d'aller acheter un livre québécois, puis c'est un immense succès de marketing cette journée-là. Oui, sur Instagram, ça marche vraiment fort. Oui. Puis à chaque année, les libraires disent à quel point ils se font dévaliser. C'est merveilleux. Mais ça témoigne aussi, je pense que c'est la rencontre entre une initiative marketing et la qualité de la littérature québécoise au cours des 10-15 dernières. C'est pas nouveau que la littérature québécoise est de qualité, mais il y a vraiment présentement une effervescence en littérature québécoise. Donc, les gens sont heureux de consommer de la littérature québécoise, mais sont aussi heureux de consommer de bonnes œuvres. Puis ça correspond aussi à tout un mouvement chez les libraires de pédagogie puis de mise en lumière de la qualité de la littérature québécoise. Donc, les gens en entendent parler, s'y intéressent, puis deviennent de plus en plus fiers
de consommer cette littérature-là. Je pense qu'une initiative comme acheter un livre québécois fonctionnerait pas si la qualité était pas là. Ça serait mort en un ou 2 ans. C'est sûr que ça non. aurait jamais levé. Ouais. C'est sûr que non. Mais ceci dit, si la culture est si bonne, puis là je fais l'avocat du diable juste pour la forme, mais si la culture est si bonne, pourquoi on a besoin d'une initiative comme ça? Puis pourquoi les gens achètent pas des romans québécois à l'année? T'sais? Ben, c'est parce que les gens ont besoin d'être mis en contact avec. Oui, Donc, ce que cette journée-là fait, c'est une journée de promotion. Ouais. Tu te réveilles le matin, puis là, tu ouvres ton téléphone, puis dans Instagram, puis dans Facebook, puis sur Twitter, les gens parlent de ça. Tu ouvres la radio aux nouvelles, les gens, hey, c'est la journée d'acheter un livre québécois. Donc, tu en entends parler, tu te sens partie prenante d'un mouvement collectif. On aime ça, on adore ça. C'est ça nos projets sociaux au Québec en ce moment. Oui. C'est ça qui nous reste, fait que ça va être ça. Non, mais c'est quand même un beau Oui, c'est un beau projet social, c'est juste pas une affaire. C'est sûr que l'impact que ça a sur notre vie en commun est quand même assez minime, j'en conviens. Mais en tout cas, moi, je trouve qu'il y a quelque chose de beau là-dedans. Puis donc, c'est ça, il faut que les gens soient mis en contact avec. Oui. Je pense que toutes les formes d'art pourraient bénéficier de ce type de journée-là, d'une part, mais le succès de la littérature québécoise témoigne d'à quel point les maisons d'édition, puis les libraires, tous les acteurs de la chaîne du milieu du livre ont été en mesure de mettre en valeur ce qu'ils avaient à proposer aux gens. Puis c'est pas le cas de toutes les formes d'art présentement. Puis c'est pas de la faute nécessairement aux artisans de ces milieux-là, parce qu'ils rencontrent différents types de problèmes. Mais là, on a vraiment un milieu, puis après, le milieu du livre rencontre aussi ses difficultés. Là. Je voudrais pas dire le contraire. Sauf qu'on a quand même un bel exemple où tout le monde a décidé de mettre en valeur ce qu'il y avait de plus beau dans leur travail. Puis ça a porté ses fruits. Ben toi, qu'est-ce que t'en penses? Si on a une responsabilité patriotique toi, qu'est-ce que t'en penses? En tant que... Non, mais en tant qu'immigré, qu'est-ce que t'en penses? Ben déjà, je tiens à rétablir la vérité que maintenant, ça fait plus longtemps que je suis au Québec qu'en France, donc on peut pas... mais t'es quand même immigré. Ouais, mais... C'est la CAQ qui est au pouvoir, tu seras toujours immigré. C'est vrai. Mais si, je pense que c'est comme... par exemple... Avant, j'aimais pas le rap et un jour, j'ai décidé de m'intéresser puis j'ai commencé à l'aimer. Puis je pense qu'il y a un certain nombre de gens qui aiment, qui achètent beaucoup de musique américaine, qui écoutent beaucoup de musique américaine, mais ils aimeraient la musique québécoise, qui est super, mais c'est juste qu'ils ont jamais fait l'effort de s'y intéresser, quoi. Ils n'ont pas été exposés. Parce que l'argument moral n'est jamais suffisant. Non, exactement. Il peut sans doute ajouter un peu au sentiment de fierté qu'on a de consommer un type d'œuvre ou un autre. Mais l'application, le service d'écoute en continu Cube Musique, je ne veux pas faire le post-mortem de la mort de cette plateforme-là. De toute façon, je n'ai pas les compétences pour faire ça, mais un de leurs arguments marketing, c'est que les redevances qu'eux versaient aux artistes étaient plus importantes que Spotify, mais ça me touche, mais il n'y a personne, je pense, qui va changer de service d'écoute en continu pour cette seule raison-là, où il y a très, très peu de gens qui vont franchir le pas juste parce que les lois vont recevoir une couple de scènes de plus. Et voilà. Donc, ça, je pense qu'il y a des études qui montrent que ce type d'arguments-là, ils sont pas suffisants pour que les gens changent leur comportement. Habitudes. Puis donc, je pense que si on revient à la question de la culture, il faut que les gens soient mis en contact et trouvent une raison personnelle de ne pas pouvoir se passer de ces formes d'art-là. Une fois que la littérature québécoise est entrée dans ta vie, tu te rends compte que tu peux plus t'en passer. Après ça, tu continues. Puis après, là, tu participes au mouvement de la journée c'est le 12 août, c'est ça? Je sais plus. Tu vas acheter un livre, puis tu es content de le mettre sur Instagram parce que ça te permet de récolter quelques likes, mais je pense pas que si les livres québécois étaient poches, tu le ferais aussi. C'est ça. Ouais. C'est difficile aussi de savoir comment bien faire la mise en contact parce que, tu sais, si on prend l'exemple de genre les lectures obligatoires à l'école ou des trucs comme ça, il y a plein de romans que je suis sûr que si je les relisais maintenant, je les aimerais, mais ils m'ont solidement fait chier parce qu'ils étaient dans un contexte hyper formel de lecture obligatoire à l'école. Fait qu'il y a ça aussi de, tu sais, c'est ça, je pense, c'est une super belle initiative, un bon exemple fonctionnel, mais quelque chose que tu sens trop que c'est le gouvernement qui essaie de te le mettre dans la gorge, ça peut vraiment avoir l'effet inverse aussi. Oui, et évidemment qu'il y a des gens, puis j'en fais sans doute partie, qui ont un rapport à l'autorité qui est particulier, puis qui n'aiment pas ça se faire dire quoi faire. Donc, je suis sûr que c'est le cas de bien des gens qui sont dans des cours de littérature au cégep, puis qui n'ont pas le goût de lire Maria Chapdelaine juste parce que le prof... Je pense que même si je relisais... C'est ça, je sais pas pourquoi c'est notre référence de roman québécois, c'est un Français qui l'a écrit. Puis ça, je pense que si je relisais Maria Chapdelaine aujourd'hui, je pense que je trouverais pas ça bon non plus, là, honnêtement. C'est quand même un bon roman, mais bon, après, c'est ça raconte une histoire qui est marquée par son époque.
Disons-le comme ça. Mais le déchirement de Maria, il est très, très prenant. C'est loin pour moi. Là. Mais oui, ça, c'est toujours un débat dans le monde de l'enseignement de la littérature, à savoir c'est laquelle la meilleure manière de faire entrer la littérature pour que dans ça la reste, vie des c'est étudiants. Ça. Pas juste que ça soit une affaire de ils vont le faire parce qu'ils sont en secondaire 4, mais qui c'est une habitude qui se développe pour vrai. Là. Mais après ça dépend de c'est quoi l'objectif d'un cours de littérature. Puis je suis pas assez compétent pour en parler très longtemps, mais l'objectif, est-ce que c'est que la littérature puis que les livres entrent pour de bon dans la vie de ces gens-là puis que ça les accompagne jusqu'à la fin de leur vie? Ou c'est de leur faire réussir leur épreuve uniforme de français. Puis je pense qu'il y a bien des profs de littérature qui diraient que leur cursus, ce qu'exige d'eux le ministère, est trop articulé autour de l'idée de réussir le tabarouette, la tabarouette d'épreuve uniforme de français. Parce que c'est très dur à évaluer l'amour de la lecture en général. Tu peux pas dire ça. Puis qu'effectivement, c'est peut-être pas la meilleure manière d'initier quelqu'un. C'est quand même un contexte particulier aussi. Puis je sais pas ce que tu as vécu, Emma, en France, mais moi, les premiers livres que j'ai lus, ou à peu près dans mon parcours scolaire, c'est au cégep. J'en ai lu quelques-uns au secondaire, mais c'était toujours un peu flou. Puis bon, j'ai lu comme Le Parfum de Susskind. J'ai lu ça drôle de lecture au secondaire. Mais c'est oui, c'est ça. Mais ça me semble que c'est très érotique, là, mais ouais. Ouais, il y a des scènes vraiment très, très troublantes là-dedans. Là. Mais c'est le seul souvenir de lecture, en tout cas, c'est le seul souvenir marquant que j'ai du secondaire. Parce que je pense que c'est quand même pas rare qu'il y ait des gens au Québec, puis ça dépend de l'école où on est allé aussi, là, entre le privé et le public, il y a un immense fossé. Mais c'est pas rare qu'il y ait des gens qui lisent pour la première fois un livre rendu au cégep. Donc là, c'est sûr que si on te met Maria Chapdelaine, puis on te met du Balzac puis du Flaubert dans les mains, il manque des outils, il manque des clés. Ça te prendrait quelque chose pour t'initier à ce geste-là de lire un livre. Puis, en tout cas, moi, je suis davantage du genre... je suis de ceux qui pensent que l'enseignement de la littérature au collégial devrait avoir cet objectif-là, puis que ensuite, on pourra peut-être revenir au classique lorsque la lecture sera entrée pour vrai dans la vie des étudiants. J'ai jamais relu de Victor Hugo après le secondaire, ça m'a vraiment dégoûté. Classiques, c'est comme des vieux classiques. Mais pourtant, des classiques français, là. Je suis certaine que Victor Hugo c'est très bien, mais ça m'a rendu allergique. Mais tu lisais pas Victor Hugo au lycée? C'est pas des colis de briques? C'est des énormes livres, bien sûr que oui, mais oui. Au secondaire, oui. Mais cela dit, je pense qu'il y a des professeurs qui sont très, très bons, mais il faut qu'ils soient bons pour mettre en contexte Maria Chapdelaine puis permettre aux étudiants et aux étudiantes de se voir dans le dilemme de Maria entre la patrie puis l'appel des États-Unis, qui est sans doute un dilemme qu'on vit tous d'une certaine manière, en tout cas qui peut... Mais c'est plus le même contexte. Non, c'est plus le même contexte du tout, sauf que ça parle quand même quelque chose d'universel, puis je pense que c'est pour ça que ce livre-là a traversé les époques. Sauf qu'évidemment, ça demande une mise en contexte, puis c'est peut-être plus facile d'entrer en contact d'abord avec une œuvre dans laquelle on se voit immédiatement. Ah, le personnage a une vingtaine d'années, puis il vit à la même époque que moi. Il a les mêmes problèmes, les mêmes difficultés, les mêmes joies. Donc, je me reconnais dans ce livre-là. Ça me procure du bonheur à moi de me reconnaître. Et ensuite, passer à d'autres œuvres dans lesquelles on doit davantage faire l'effort de projection. Mais le chemin inverse, je pense qu'il est plus compliqué. Ouais. Comment un journaliste culturel fait pour pas se sentir qu'il est parfois utilisé comme un outil de promotion? Parce qu'il y a une partie qui est un peu ça. T'es contacté par des gens. Je sais que t'es pas vendu, tu donnes tes opinions pour vrai, des trucs comme ça, mais tu dois sentir des fois que t'es un peu utilisé parce qu'on utilise les journalistes culturels pour avoir une plateforme par rapport à une œuvre. Tu sens-tu des fois que t'es utilisé comme un outil de promotion? On sent, j'allais dire souvent, pas si souvent que ça, mais on sent parfois qu'on veut nous utiliser, puis après, il y a des cycles aussi, puis je suis pas le seul, mais puis à la presse, on est plusieurs de mes collègues, puis dans tous les journaux, là, mes amis au Devoir, mes amis au Journal de Montréal aussi, se battent pour créer des articles qui sortent du cycle de promotion. Donc, un artiste va sortir un disque, là, il va aller s'asseoir dans un café, puis là, on va tous passer un après l'autre, puis on va lui poser sensiblement les mêmes questions. Je le fais encore parfois, puis mes collègues le font encore parfois parce que c'est nécessaire, puis parce que ça peut être aussi intéressant, puis donner de très bons articles, surtout si ce sont des artistes intéressants. En fait, c'est la condition sine qua non à ce que ce soit intéressant au final dans l'article. Mais moi, j'essaie de plus en plus de trouver, puis je suis pas le seul, on tente de trouver des stratégies pour créer des textes qui sont pas liés à ces cycles de promotion-là. Après, il faut quand même se rappeler que notre travail,
c'est quand même de rendre l'information disponible pour les lecteurs, les lectrices, puis de leur dire ce film existe, on a interviewé le réalisateur, ça va vous mettre en contexte. Vous aimeriez, si vous vous intéressez à tel type d'œuvre, vous devriez peut-être aller voir ça. Ça pourrait vous amuser. Donc, ça, c'est quand même, il y a quelque chose c'est la base, mais c'est quand même ça notre rôle. Donc, en ce sens-là, on ne se sent pas utilisé, puis je pense qu'on a même une utilité. Mais j'essaie, c'est ça, de plus en plus de trouver des stratégies, puis là, après... on faisait un portrait d'artiste, pas dans un moment où il est en train de faire la promotion de quelque chose ou quelque chose comme ça. Et voilà. Trouver des angles d'attaque différents. Mais après, là, il faut solliciter les artistes en question, qui sont souvent représentés par des attachés de presse, des relationnistes, puis parfois, ce sont les artistes qui eux-mêmes décident qu'ils n'ont pas le goût de nous parler hors du cycle de promotion quand ils n'ont pas quelque chose à plugger, vendre, ils n'ont pas quelque chose à vendre. Mais des fois aussi, c'est les attachés de presse qui décident de nous empêcher l'accès à ces personnes-là. Des fois, c'est les attachés de presse qui facilitent l'accès. Les deux se peuvent. Aussi, je voudrais pas parler contre cette profession merveilleuse. Non, mais j'ai plein d'amis attachés de presse, puis c'est une sorte de danse, en fait. Oh ouais. Puis... Mais eux, ils font bien leur travail. Leur travail, c'est de voir comment ça peut être rentabilisé le plus possible, puis de pas brûler des entrevues pour rien qui vont pas être réutilisées, ouais, en tout cas. Et voilà. Mais moi, la plupart du temps, j'essaie d'utiliser l'argument de promotion. Donc, tu veux me rencontrer pour parler de ça? OK, on va le faire, là. Parlons-en pendant 5-10 minutes, puis après, on va parler d'autres affaires. Ouais. On va l'utiliser comme tremplin, puis on va parler de ce qui, moi, m'intéresse vraiment, puis de ce qui, moi, me semble plus intéressant que la patente que tu essaies de plugger présentement. Mais c'est quand même assez rare, là. C'est-à-dire que ce que les gens veulent nous vendre au Québec, ben, c'est leur nouveau disque, leur nouveau spectacle, leur nouvelle émission de télévision. Donc, on reste quand même dans l'art. On parle de l'œuvre en question. On est moins dans j'aimerais vous plugger ma nouvelle vodka ou mon shampoing ou des produits de des produits dérivés d'artistes. Ouais. C'est ça. Là, dans ce cas-là, ça m'est jamais vraiment arrivé, mais je consacrerais le moins de temps possible aux produits en question et le plus possible à parler de ce que moi, je veux vraiment parler avec cette personne-là. Mais c'est effectivement une danse, puis des fois, on négocie, puis ça suppose beaucoup de courriels échangés avec les attachés de presse. Puis, mais c'est pour ça aussi que, avec les humoristes, de plus en plus, moi, j'essaie de les attraper un peu plus tôt dans leur travail, puis parfois, il faut que je leur... faut que je m'explique bien avec les attachés de presse et avec les humoristes, parce que moi, j'aime ça aller les voir en rodage, pas nécessairement attendre que l'on soit... On a quand même un système particulier. J'ai fait une entrevue avec Jesse David Fox, qui a écrit un livre qui s'appelle Comedy Book, qui est passionnant. Moi, je suis un gros fan. C'est la personne la plus enthousiaste sur l'humour au monde. Il y a des bouts où moi, je suis tanné de l'humour, puis il me redonne l'amour de l'humour. Genre, Jesse David Fox est merveilleux, puis on a parlé pendant comme 1h30, puis il est très, très fin, puis il me posait des questions sur mon travail de journaliste qui couvre l'humour. Là, je lui expliquais, parce que c'est pas comme ça aux États-Unis. Aux États-Unis, le produit final, c'est la captation. Puis après... Il n'y a pas de première médiatique, en fait, c'est ça. Ouais. Donc, ce que lui, il critique en général, ce que les journalistes qui critiquent l'humour aux États-Unis critiquent, c'est la captation. Tandis que nous, on est conviés à la première médiatique qui situe au milieu, à mi-parcours du processus, c'est-à-dire que l'humoriste rôde depuis un petit moment, mais il reste encore un paquet de dates devant lui, puis c'est sûr que le spectacle, même s'il ne va pas se transformer du tout au tout, va continuer d'évoluer jusqu'à la dernière date de la tournée. Puis tous les journalistes sont conviés aussi le même soir. C'est quand même un drôle de contexte. Puis souvent, les humoristes vont me dire c'est quand même bizarre les premières médiatiques parce que dans la salle, c'est mes collègues. Puis souvent, les humoristes rient pas tellement parce qu'ils sont désensibilisés. Rient soit pas tellement, soit trop fort, mais d'une façon pas naturelle, bizarre. Oui, c'est ça. Puis là, il y a un paquet donc il y a un paquet c'est pas un public naturel. Non, pas du tout. Et c'est puis ça doit être hyper stressant, une première médiatique. Je pense qu'il doit y avoir très peu d'humoristes qui sont fiers de leur show. Puis hey, c'était une belle performance ce soir, j'étais naturel. C'était Puis sans compter les possibles problèmes techniques qui peuvent survenir, il y a toutes sortes de choses. C'est beaucoup de pression sur un seul soir qui va, après, j'allais dire qu'il va décider. C'est pas vrai que la critique a autant d'influence que ça, mais ça peut quand même avoir un impact sur le reste parce que ça peut très certainement, j'imagine, avoir un impact sur ta bonne humeur et ton moral pour les semaines suivantes. Où est-ce que je m'en allais avec ça? Que
J'ai juste plugué que j'avais parlé à Jesse David. mais en fait, que c'est bizarre. Oui, non, que j'essayais de plus en plus donc d'attraper les humoristes plus tôt dans leur processus parce que c'est intéressant de leur jaser d'une part quand leur pensée n'est pas encore tout à fait formée autour de ce qu'ils sont en train de créer, donc au début du rodage. Puis aussi parce que ça nous sort des cassettes que tout le monde finit par développer. Là. Oui. C'est pas de la faute des artistes, mais si tu parles de la même chose... Ça se cristallise vraiment vite. Moi, j'ai pas fait tant d'entrevues, mais si tu dis 2 fois la même affaire, tu vas tout le temps dire la même affaire. La même formulation. Genre. Et voilà. Donc, ce qui est intéressant à mettre en lumière dans un article, en tout cas, moi, ce que j'aime mettre en lumière, c'est les doutes qui animent un artiste. Puis lorsqu'il arrive plus près de la première, j'imagine, qui est encore animé par un paquet de doutes, sauf qu'il faut qu'il les chasse pour avoir la conviction de présenter son nouveau matériel. Donc, c'est pour cette raison-là que j'aime ça. Bon, par exemple, aller voir des humoristes en rodage, mais là, souvent, il faut que je précise que je suis pas là pour en faire la... Si je vais voir un humoriste qui rôde dans un bar ou au bordel, c'est évident que je suis pas là pour faire la critique du spectacle parce que tu vois pas un produit fini. Et voilà, il travaille encore sur ses nouvelles blagues, donc je suis pas là pour juger, pour poser un jugement critique sur le spectacle, mais je trouve ça plus intéressant d'attraper. Donc ça, c'est un exemple de comment on tente de sortir des cycles de promotion pour présenter des reportages différents. Là. Mais cela dit, tu te sens pas une responsabilité d'être un agent de promotion aussi? Parce que, surtout pour les trucs québécois, parce que... Non, mais en même temps, moi, je me sens... Puis, je veux pas revenir à la question de l'argent, là, mais je pense que le monde de l'humour, c'est probablement là où ça s'applique. Il y a le théâtre aussi, là, mais les gens mettent beaucoup d'argent dans un spectacle d'humour. Donc, de leur dire... Cette œuvre-là est plus intéressante, selon moi, plus intéressante qu'une autre. Je pense que c'est important. Puis c'est surtout intéressant de leur dire quand une œuvre est d'une qualité plus douteuse. Parce que là, je trouve ça triste de m'imaginer que des gens vont prendre beaucoup d'argent. Après, ils peuvent... Cette œuvre-là va peut-être les rejoindre, puis peut-être qu'ils ont une relation avec l'humoriste sur scène qui est particulière, qui leur appartient. Ça ne veut pas dire que je détiens la science infuse. Vraiment pas. Sauf que de ce point de vue-là, je pense que c'est important. Mais si on parle, par exemple, de musique, je pense qu'il y a encore de la place pour de la critique musicale qui va être plus sévère. Sauf que notre accès à la musique n'est pas le même c'est pas la même chose. Tu payes pas 60$ pour aller voir un show. Puis ouais. On paie pour notre application, l'application qu'on a choisie. Ouais. Puis on a accès à toute la musique du monde et on peut poser notre propre jugement sur cette musique-là. Donc, de faire une critique hyper sévère surtout d'un jeune musicien qui lance son premier album, ça m'apparaîtrait... Oui. Je dis pas que ça n'a pas sa place, mais ça m'apparaît peut-être un petit peu moins utile que de parler d'un humoriste qui part en tournée partout au Québec et qui... Puis là, tu sens que tu as une responsabilité envers le public, qui va dépenser vraiment cher pour y aller. Je comprends. Ouais. Puis, c'est ça. Puis, il tente de choisir est-ce que je devrais aller voir Simon Gouache ou un autre, mais là, de lire, mais comme. Ce show-là est vraiment meilleur. Ouais. Je comprends. Je pense que ça peut avoir son utilité. Parce que c'est quand même, c'est ça demeure un enjeu important de plus en plus, l'accès à la culture. Oui. Parce que, puis moi, j'essaie de me le rappeler parce que j'ai la chance d'avoir accès à tous ces spectacles-là. On m'invite. C'est absolument merveilleux. Mais c'est vraiment pas le cas de tout le monde. Puis les gens comptent de plus en plus leurs sorties. Donc, en ce sens-là, je pense que j'ai une responsabilité de dire le plus possible la vérité. Puis, en tout cas, je voudrais pas me retrouver dans une situation où quelqu'un me confronte, me dit « T'as vraiment aimé ça, ce spectacle-là? » Puis je serais pas capable de le regarder dans les yeux et de dire « Oui, c'est excellent! » Alors que lui a trouvé ça moins bon. Pour finir, c'est juste tellement petit ici que tout le monde doit te confronter parce que tu les revois 15 fois, les gens dont tu dis du bien ou du mal. Genre. Philippe Papineau, il m'avait dit qu'il habitait dans la même rue que 5 On habite pas loin, Papineau et moi, donc on habite, c'est ça, dans la petite patrie est remplie d'artistes. Là. Ben, ce serait mentir que de dire que j'y pense pas, puis je pense pas que c'est une mauvaise chose de garder à l'esprit que ce qu'on écrit... Que c'est un être humain aussi qui va le recevoir. Oui, et voilà, donc c'est pas nécessaire d'être... hyper gratuit, là. D'être méchant pour rien, d'être méchant gratuitement, d'être mesquin. Ça, je pense que ça n'a pas vraiment sa place. Après, il y a des œuvres qui peuvent me mettre en colère pour différentes raisons. Puis ça, je pense que c'est important de les dire. Des œuvres qui véhiculent des valeurs qui, moi, me semblent importantes de dénoncer. Ça, je pense que c'est une colère qui est légitime. Puis dans ces moments-là, je pense moins
à la Mais oui, si je pense à des critiques négatives que tu aurais faites, Ouais. et ce que j'ai lu, c'était tout le temps, c'est ça, c'était même pas tant par rapport à la forme, c'était vraiment plus par rapport au fond de hey, c'est vraiment problématique, genre cette affaire. Oui, et voilà, si t'es raciste ou misogyne dans ce que tu dis, là, ça va me mettre en colère, puis comment tu vas te sentir par rapport au fait que je souligne que tes propos sont misogynes ou racistes, ça m'importe peu rendu là. J'espère que ça va, en tout cas, si ça t'amène dans un peu d'introspection, tant mieux, mais rendu là, ça m'appartient pas. Mais une œuvre qui est juste un peu ratée, qui rate le tir, selon moi, d'une part, c'est mon jugement, je le rappelle, mais aussi d'autre part, c'est pas grave. Les artistes ont le droit d'essayer des choses, puis je vais moi-même défendre leur droit à l'erreur, leur droit à l'échec, parce que c'est ce qui différencie la création de bien d'autres domaines, c'est que les gens ont le droit de se tromper, puis... Il faut qu'ils se trompent. Si tu te trompes pas pantoute, peut-être que tu n'essayes pas des bonnes affaires non plus. Ça, ouais. On veut que nos artistes risquent des choses, mais la part de risque suppose le fait qu'ils vont peut-être se tromper. Donc ça met moi en colère. Ça ne veut pas dire que je ne vais pas le souligner dans mon texte que l'artiste a raté le tir, sauf que ça me met pas en colère, puis donc je vais certainement pas tomber dans la mesquinerie et dans des adjectifs méchants. Des trucs super personnels. Oui, c'est ça, juste parce que quelqu'un, c'est ça, a écrit une toune qui est un peu moins bonne que les autres ou qui est comme bizarre, puis ça fonctionne pas. Ça me met pas en colère. Mais oui, on finit par recroiser les gens. Est-ce que j'ai... Y a-tu des artistes qui sont venus te voir pour te dire qu'ils étaient vexés ou qu'ils avaient eu de la peine? Des trucs comme ça. Non, ça arrive des fois qu'au détour... Mais c'est souvent des gens à propos de qui j'ai écrit quelque chose, somme toute, assez positif avec quelques bémols, puis la personne va beaucoup se rappeler du bémol. Oui, c'est sûr. Non, c'est plus arrivé... Rachid Badouri est très intense, là. Puis j'avais souligné comment, dans son spectacle... Pour des fleurs sur le tapis? Ouais. Mais ça, je l'avais lu, puis c'était pas hyper négatif. Non, c'est un spectacle que j'avais aimé. Puis justement, dans ce spectacle-là, non seulement il mettait sa vulnérabilité de l'avant, Rachid, puis s'était livré à beaucoup d'introspection. Il en a parlé abondamment en entrevue, mais il y avait un passage du spectacle où il disait que... il parlait du rapport de sa fille avec les hommes, puis là, il disait qu'il avait inscrit sa fille à des cours d'autodéfense pour qu'elle puisse se défendre contre d'éventuels agresseurs. Puis moi, j'avais juste souligné dans mon texte que ce serait bien aussi que les hommes soient mieux éduqués, puis que c'était pas seulement la responsabilité des filles de se défendre contre les agresseurs. Puis là, il m'avait écrit, j'avais fait l'entrevue avec lui, donc on avait déjà eu un premier rapport, il m'avait écrit. Puis là, il avait filmé la représentation suivante où il avait ajouté quelques lignes pour préciser ce que j'avais dit. Mais après, c'est très gentil de la part de Rachid, puis c'est cool qu'il ait ajouté cette ligne-là. Sauf que moi, j'ai vraiment pas... Je sais qu'il y a des critiques qui disent, puis il y a des artistes qui espèrent une critique constructive. Dites-moi comment corriger mon œuvre si vous la trouvez pas parfaite pour que je puisse m'améliorer. Moi, j'ai vraiment pas... Je veux vraiment le préciser que j'ai pas cette prétention-là. J'en ai aucune idée comment faire un spectacle. Je n'ai jamais fait de spectacle d'humour. De toute façon, pas de à une première médiatique, il serait trop tard pour ça. Invite tes amis humoristes, invite des collègues, invite des gens de qui tu trustes le jugement plus tôt pour faire ces ajustements-là. Mais ouais. Mais mon regard, c'est un regard de spectateur, peut-être un petit peu plus avisé que la moyenne des spectateurs, mais je ne suis pas un humoriste. Je sais pas comment corriger ton spectacle s'il y a quelque chose qui cloche dans le spectacle. Donc, c'est pas ma responsabilité à moi de faire de la critique. Après, je comprends ce que les gens... Je pense que ce qu'ils veulent dire quand ils parlent de critique constructive, c'est de la critique qui est pas juste, qui verse pas juste dans la mesquinerie. Mais de donner des solutions pour que tu... Mais c'est pas ta job. Non, c'est effectivement pas ta job. Puis c'est pas... Si je fais une critique de ton spectacle, c'est pas à toi que ça s'adresse aux public, gens qui iront peut-être le voir puis qui se demandent s'ils veulent y aller, etc. Aux gens qui sont allés puis qui veulent avoir un autre regard sur l'œuvre en question, mais c'est pas à toi que ça s'adresse. Ouais. Ben, la question inverse, ça serait est-ce que justement quelqu'un qui aurait un talent incroyable en quelque chose aurait un peu une responsabilité sociale de créer? Puis on fouillait, puis je sais pas s'il y a tant d'exemples, mais c'est ça, il n'y a pas une affaire de... comment est-ce qu'il s'appelle le planète? De Glenn Gould, qui était un peu autiste, si je me trompe pas, puis qui voulait plus faire des performances, mais il y a du monde dans son entourage qui le poussait. Tu sais, je me demande un peu si... C'est ça, si t'as vraiment un talent exceptionnel, est-ce qu'il faut un peu le partager? C'est une grosse question, ça.
sais pas, je pense à Alexandre Daigle, soudainement, le joueur de hockey. Ouais. Mais qui était très, très talentueux, mais chez qui ça procurait pas beaucoup de plaisir. Il aimait pas ça jouer au hockey. Il était le meilleur joueur de sa génération, mais il aime pas ça jouer au hockey. Je pense que les exemples de ce type-là sont quand même assez rares dans le sens où c'est la réflexion que je me fais autour du talent, c'est la rencontre entre des capacités qui sont plus grandes que la moyenne et le plaisir que me procure ce talent-là. Tu sais. Si t'es hyper misérable en performant, probablement que de toute façon, ça va pas être si intéressant à capter, à recevoir. Et si t'es pas bon, j'imagine que ça se peut, il y a des gens qui peignent, qui font des croûtes innommables, mais chez qui ça... C'est un bon adjectif pour une peinture, c'est une croûte. Croûte innommable. Ça serait beau, ça, sur un panneau. Voici une croûte innommable. Ça les détend peut-être de peindre. Bon, mais souvent, quand je parle à des musiciens, par exemple, puis je leur demande de me raconter le moment où ils sont tombés en amour avec leur instrument. C'est vraiment ça. Ils sont tombés on m'a mis une guitare dans les mains, puis tout de suite, j'étais capable de faire des choses assez impressionnantes. Puis là, plus j'investissais d'heures là-dedans, plus je faisais des choses impressionnantes. Ça contribuait à la valeur que je m'attribuais. Et comme tout ça, c'est lié à l'estime de soi aussi. Donc, ces gens-là n'ont pas besoin de s'investir d'une responsabilité parce que ça leur fait plaisir. Oui, c'est ça, ça vient d'eux. Ouais. Après, je pense aussi ça me rassure toujours quand des gens réfutent puis des artistes déconstruisent le mythe de l'artiste torturé auquel je suis quand même attaché parce que... C'est très romantique, là. C'est très romantique. Oui, c'est ça. Puis comme on a tellement été biberonné à ce mythe-là que c'est difficile de complètement s'en départir, mais la vie d'artiste, quand même, ça pose plein d'obstacles, j'en suis conscient, mais surtout chez des artistes pour qui ça fonctionne, qui arrivent à en faire une carrière, c'est quand même une belle vie. C'est une super belle vie, sur laquelle tu as tellement de liberté par rapport à la moyenne des gens, puis oui, c'est sûr. Donc, ça me rassure toujours, puis ça me plaît toujours quand je fais des entrevues avec des artistes qui me disent, c'est quand même cool. Là. Je pense à une récente entrevue une récente entrevue que j'ai fait avec Olivier Langevin, là, qui a une carrière qui est quand même... C'est un des artistes un des musiciens les plus importants au Québec, à mon avis. Il y a du succès, mais c'est pas non plus Bruno Pelletier. C'est un artiste qui demeure dans une certaine marge. Ce que je veux dire, c'est que le confort de sa vie de tournée, par exemple, est relatif. Sauf qu'il est quand même accueilli à bras ouverts dans toutes les microbrasseries du Québec où il va jouer parce que les gens l'aiment et ils sont heureux de le voir. Donc, c'est quand même une vie qui est agréable puis qui suppose plus de confort que si tu travailles sa construction sur l'asphalte c'est sûr. À 35 degrés en plein mois de juillet. Là. Ça, c'est sûr. C'est sûr. Des fois, j'en parle avec des humoristes qui sont comme « oui, mais là, j'ai dit oui à cette affaire-là, mais c'était pour l'argent, puis ça me tentait pas vraiment. » Puis des fois, on est rendu vraiment confortable, puis on s'en parle, puis on est comme « oui, mais ça, c'est comme juste avoir un travail. » La grosse majorité des gens, c'est ça. Là, ils font ça parce qu'ils ont besoin de l'argent, puis ça leur tente pas vraiment, mais ouais. Ouais, c'est ça. Donc, est-ce qu'ils ont une responsabilité? Mais je pense que oui. En tout cas, je pense qu'ils ont une responsabilité. Tu vois, je vais comme reformuler ta question. Ils ont une responsabilité de prendre... C'est plus ta job que ma job dans la vie. Fait que oui, vas-y. Ils ont une responsabilité de prendre conscience que... de l'affection, que l'affection que les gens leur portent, c'est quelque chose de singulier, de rare, de précieux, que c'est pas tout le monde qui vit ça. Que c'est ça, qu'il faut qu'ils en prennent soin, puis qu'il faut qu'ils redonnent un peu, qu'ils redonnent minimalement. Je suis toujours un peu mal à l'aise avec les... Puis en même temps, j'aime ça parce que, encore une fois, on revient au mythe de l'artiste torturé ou l'artiste rébarbatif qui veut... Puis Mark Maron est un bon exemple de... J'écoutais son entrevue avec Wayne Kramer, le fondateur du MC5, le band de Détroit, qui vient de mourir, puis l'a republié parce que Wayne Kramer vient de mourir. Puis Mike, il parle de son rapport au public. Là, vous m'applaudissez, mais laissez-moi vous montrer pourquoi vous avez tort de m'applaudir. Je vais vous le montrer pendant 1 heure. Bon, ça, je trouve que il y a un jeu là-dedans qui est amusant, mais en général, pour revenir aux musiciens, les artistes qui veulent pas jouer leur grosse tune pour laquelle ils sont connus, là, come on, là. C'est toi qui l'as écrit, c'est toi qui l'as enregistré. Pourquoi tu l'as fait pas? T'es juste tanné, mais ça procure tellement de plaisir et de bonheur aux gens. C'est pas suffisant, ça, pour te nourrir, pour justifier le fait que pour que tu l'as... Non, je comprends. Le plaisir, il y a un petit côté un peu cheap là-dedans. La joie est à portée de main. Pourquoi tu refuses de l'embrasser?
Ça me sidère toujours, même si je comprends que à un moment donné, t'es tanné de ton gros succès, mais c'est ça, prendre conscience que t'as c'est un quelque chose à privilège, offrir de plus. que la scène est un privilège, que d'avoir un micro dans les mains, c'est un privilège. Je pense que ce serait ça, la responsabilité, plus que celle de partager son talent. De toute façon, mais ils ont juste à pas le dire qu'ils sont talentueux. S'ils restent chez eux puis ils nous le montrent pas, on le saura pas. C'est vrai. Mais oui, moi, je pense pas du tout qu'il y ait une responsabilité. On a tous une responsabilité sociale on vit en société, mais c'est pas obligé d'être, c'est pas obligé d'être quelque chose qui te rend super malheureux, là. Après, j'adorerais ça si Malajube faisait une nouvelle tournée et enregistrait un nouvel album. Donc, ma réponse, c'est non, les artistes Sauf sont pas... pour Malajube. Julien Minot, t'as une responsabilité. On a besoin d'un nouvel album de Malajube. Excellent. Ça, c'est essentiel, c'est important, mais les autres, faites ce que vous voulez. Là. T'allais dire, Emma? Non, j'adore ta réponse parce que c'est vrai, en ce moment, c'est bien parce que ça commence à arriver que les artistes, pour leur santé mentale, ils arrêtent leur tournée et c'était rare. Avant, ils étaient perfectionnistes, il fallait qu'ils continuent même si ils étaient au bord du gouffre. Donc c'était bien, mais je suis d'accord avec toi. C'est comme les médecins dans l'avion quand il y a une urgence et qu'on dit... Est-ce que. Tu penses qu'ils devraient pas dire qu'ils sont médecins? Non, mais c'est justement. Je suis off, là. Je suis pas. Il a. M'en va Bahamas. C'est en vacances de J'ai déjà mes shorts. Mais il a le droit, il a absolument le droit, s'il est en burn-out, de s'en aller aux Bahamas. Oui. Sauf que, non, parce que. Légalement, je suis même pas sûr. Il doit avoir une affaire de bon samaritain. Si t'as la capacité de soigner quelqu'un, t'es obligé de le faire. C'est le serment d'Hippocrate. Je sais pas si. Ça tient pas le serment. Ça n'a pas valeur de loi, mais c'est un serment. Oui, t'es supposé, oui. Mais encore que ça dépend parce que aux États-Unis, s'ils font une erreur médicale dans l'avion, alors qu'ils n'ont pas de. J'ai déjà vu dans les forums de médecins qu'ils voulaient pas dire dans l'avion qu'ils étaient médecins parce que s'ils se trompent. Mais bref. Mais ouais. Puis, pour revenir à ce que tu disais au sujet des artistes qui vont décider d'interrompre une tournée parce qu'ils en peuvent tout simplement plus, je voudrais pas le laisser entendre en disant qu'ils devraient être conscients de leur privilège que. Oui, au point où tout le monde se tape des burn-out. Puis, et que ce n'est que bonheur et allégresse. Je comprends que c'est du travail, que ça peut être parfois, même souvent, difficile, que ça suppose de grands efforts. Mais en fait, ce contre quoi j'en ai davantage, c'est les gens qui se plaignent, là, qui sont géniaux pour rien, là, qui se plaignent le ventre plein, mais on peut tous vivre des moments difficiles. Puis je comprends que c'est ça, être sur la route, être éloigné de sa famille, ça peut peser sur le moral, sur la santé mentale. Puis les artistes ne doivent rien à leur public sinon que de leur remettre leur argent qu'ils ont déjà pris s'ils ne présentent pas le spectacle. Mais à part, c'est juste ça le contrat, là. Si t'es pour te rendre malade à présenter ton spectacle. En même temps, on aime tellement les artistes torturés qu'on veut peut-être les forcer à être en tournée jusqu'à ce qu'il y ait des solides troubles de santé mentale, mais oui. Ouais, mais après, c'est philosophique. Après, est-ce que le malheur d'une personne vaut plus que le malheur de tous les... Ouais, si tu donnes un petit peu de bonheur à 50 000 personnes, est-ce que toi, être profondément malheureux, parce que si lui, ça lui fait un burn-out, mais qu'il y ait 50 000 personnes vont se sentir mieux ce jour-là, est-ce que... On sait pas, hein. Peut-être que... Non, je pense quand même qu'il devrait rester à la maison. C'est très dur à quantifier. Je plaisante. Non, mais c'est toujours fou, ça, par exemple, quand tu lis des histoires de... Le père du chanteur est mort l'après-midi puis a décidé d'aller faire le spectacle quand même. C'est vraiment fou, là. Puis souvent, ce qu'ils vont dire, c'est que le pouvoir thérapeutique de la scène est... Oui, j'en avais besoin de toute façon. Non seulement j'en avais besoin, mais j'en avais jamais eu autant besoin qu'à ce moment-là. Parce qu'il aurait fait quoi? Sinon, il serait resté assis dans sa chambre d'hôtel. C'est effectivement... à mariner dans sa détresse, oui, effectivement. Par rapport, justement, tu sais, tantôt, on parlait de créer pour soi versus créer pour un peu un besoin de reconnaissance ou commercialiser les trucs. Toi, t'es père. Ouais. Est-ce que tu considérerais que c'est un échec éducatif si tes enfants pas veulent être artistes, parce qu'être artiste, c'est une bonne chose, c'est s'exprimer, mais ont un besoin de reconnaissance profond, veulent être célèbres ou veulent être admirés? Est-ce que tu aurais l'impression que il y a comme un trou à l'intérieur d'eux qui est en partie là à cause de toi? Est-ce que c'est un échec en tant que parent d'avoir des enfants qui veulent devenir célèbres? Non, mais être parent, c'est faire la paix avec l'idée qu'on va porter sur soi. Oui, de toute façon, tu vas avoir une réponse. Un paquet. En fait, mes filles, connaîtront pas l'échec parce qu'elles sont parfaites. Mais c'est sûr que le sentiment. C'est parce que vouloir être célèbre, j'imagine que c'est vouloir entrer en dialogue, entrer en contact avec l'autre d'une certaine manière. Puis ça, je pense que. C'est une très belle façon de le voir, en fait. Ouais, c'est une façon c'est la façon la plus positive de le voir. Puis c'est à la base du désir, je pense, de création de bien des gens. Je crée pour mon propre plaisir, mais aussi parce que j'ai quelque chose à dire et j'aimerais que cette chose-là soit reçue par d'autres gens.
Mais après, juste être vouloir célèbre, parce que là, j'ai l'impression qu'on parle de ce serait juste prendre en considération. Mais c'est parce que je trouvais ça intéressant parce que j'avais entendu ça, je me rappelle même plus où, mais quelqu'un qui disait, c'est ça, avoir un enfant qui veut absolument être célèbre, j'aurais l'impression que y a quelque chose que j'y ai pas donné, comme tu sais, parce que effectivement, j'ai l'impression que quelqu'un qui est très équilibré, puis il y a personne qui est parfaitement équilibré, mais quelqu'un qui est relativement équilibré à part moi, ben en même temps, j'essaie de, tu sais ça. Fait qu'il clairement il y a quelque chose, mais des fois j'ai l'impression que peut-être que je travaillerais plus si j'avais plus un trou béant à l'intérieur de moi. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Je suis peut-être pas assez déséquilibré, mais c'est ça, peut-être ça. Il y a une partie du besoin de reconnaissance qui vient peut-être d'une mauvaise place ou d'un manque d'équilibre. Qui est peut-être je sais pas. Je trouvais ça intéressant comme question de. C'est intéressant, mais c'est peut-être juste que je veux pas y croire, mais je veux pas. Il y a beaucoup d'humoristes qui disent ça, là, si j'étais pas aussi malheureux, je ferais pas d'humour. Mais on dirait que j'aime pas croire à cette idée-là qu'il y a une relation aussi étroite entre le malheur puis la qualité d'une œuvre. Là. Il me semble que ce que ça dit sur le cliché du clown triste, c'est lourd. Là. On l'a vu, là, mais il y en a beaucoup qui l'entretiennent. Oui, je sais. L'entretiennent. Mais j'ai le goût de pas y croire, mais si mes filles voulaient seulement être célèbres pour être célèbres, là, c'est sûr que ça me rendrait triste parce que la récompense, on le sait, là, la récompense, c'est un cliché, c'est une formule cliché, mais la récompense, elle se trouve dans le travail. C'est sûr que ça me fait plaisir quand les gens me disent qu'ils ont aimé mon article puis quand les gens like. Mais les plus grands moments de plénitude que je vis par rapport à mon travail, c'est quand tu le fais. Quand je fais quelque chose, puis j'écris quelque chose, puis ça me satisfait, puis j'ai l'impression que mon travail a porté ses fruits, que j'ai mis le meilleur de moi-même dans ce que je suis en train de créer. C'est ça qui nous nourrit. C'est de la vraie nourriture, tandis que tu travaillerais pas pour les bonnes façons si tu attendais juste le résultat final. Ouais, les clics, puis je te dis pas là, que j'ai cette sagesse-là personnellement, mais quand j'y pense 2 secondes, je sais que c'est ça qui me nourrit pour vrai, puis que le clic, puis le compliment, ben, c'est une cerise, mais faut pas que ça soit ce que tu cherches. C'est de la calorie vide, là. Ouais. Je suis très très sceptique que tous les humoristes ont quelque chose à dire et que c'est ça qui est important pour eux. Je suis, enfin, non, mais je dis pas que c'est le cas, mais ça devrait être le cas. Ouais. Mais moi, je pense qu'ils sont accros à la réaction, au retour d'amour et au besoin d'admirer. Moi, je pense pas que c'est une affaire juste des humoristes. Je pense que si tu regardes la quantité d'humoristes qui ont essayé d'être musiciens avant ou la quantité de leaders de sectes qui ont essayé d'être musiciens avant, des fois, c'est ça, il y a comme une affaire de tu vas d'une place à l'autre, puis des fois, c'est ça. C'est pas juste les humoristes, mais il y a des gens qui ont juste un besoin de reconnaissance gigantesque, fait qu'ils vont essayer différentes avenues après. Ouais. Puis, lorsque je dis que je parle des humoristes qui ont quelque chose à dire, j'aurais peut-être nuancé dans le sens où je valorise pas seulement les humoristes qui sont plus intello, comme notre ami Colin, par exemple. Mais il y a des humoristes qui ce qu'ils ont à offrir, c'est une énergie, là, c'est un charisme, c'est quelque chose qu'on peut pas s'empêcher de regarder qui est trop captivant. Il y a des humoristes que c'est ça leur proposition, puis je trouve ça tout à fait valide. C'est pas ça se passe moins dans les mots puis dans le regard qu'ils portent sur le monde. Donc je voudrais pas créer comme 2 catégories d'humorisme. En tout cas, moi j'ai l'impression que c'est ça, la récompense elle se trouve dans le travail elle-même. Ou si on trouve pas une partie, la principale partie de la récompense dans le travail elle-même, ça fait des journées qui sont longues. Là. Oui, je comprends. Ça fait des vies tristes. C'est une très bonne réponse. Il me semble, en tout cas, ouais. Est-ce qu'il y a des trucs que tu voudrais plugger par rapport à tes projets? Qu'est-ce que les gens... Abonnez-vous à mon TikTok. Exactement. Où est-ce que les gens peuvent te suivre ou de quoi tu as envie de parler sur ce que tu fais? Les gens peuvent aller écouter mon ancien podcast qui s'appelait Deviens-tu ce que tu as voulu? Il y a peut-être des épisodes de Deviens-tu ce que tu as voulu qui se trouvent dans une voûte et qui seront révélés. Qui ont déjà été enregistrés. Okay. Mais sinon, mon podcast actuel, mon balado, il faut dire balado. Mon balado actuel, c'est juste entre toi et moi, le balado que je fais dans le cadre de mon travail de journaliste à la presse. Il y a une 3e saison qui s'en vient. J'ai rencontré Robert Lepage, notamment, pour parler de lutte. Oui, ça, c'est vendeur. C'est très vendeur comme épisode. C'était absolument formidable. Donc, il y a ça qui s'en vient, puis j'écris une fois de temps en temps dans la presse, là, assez souvent. En fait. Oui, quand même. Puis, je participe à Il restera toujours la culture, l'émission d'Émilie Perrault. Je suis là tous les jeudis avec mon amie Tatiana Polvoy pour parler de musique puis de sorties culturelles. Donc, ouais, c'est ça. La culture, ça m'intéresse. Merci beaucoup. Puis, patriotiquement, je me fais un devoir de consommer la culture québécoise. Merci beaucoup. Colin. Merci, Emma. Merci.